Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir encore pour un nouveau numéro de New World Forum bien spécial aujourd'hui. La scène n'a duré que quelques secondes, mais les images vont faire le tour du monde. La gifle de Damien Tarel à Emmanuel Macron. Mais pourquoi administrer une baffe au président de la 5e puissance mondiale ou considéré comme tel? Un acte de désespoir, une violence gratuite, une fragilité psychologique ou une colère excessive? S'agit-il d'une radicalisation ou d'un appel à ces grandes puissances à une plus grande humilité au-delà du visible? Comment interpréter cet acte condamné et condamnable sur le plan métaphysique et le champ géopolitique? Bref, la gifle présidentielle, est-ce un signe des temps? C'est ce dont nous allons parler avec deux personnes ressources qui nous font encore l'honneur d'être au plateau aujourd'hui. Elmancio Godson est avec nous. Grand maître, bonjour. Oui, bonjour, cher ami Gilles. Bonjour, notre ami que je ne vais pas révéler, puisque ce sera découvert tout à l'heure. Exactement. Je salue également les téléspectatrices et les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir, un honneur de pouvoir venir servir, n'est-ce pas, la population, le peuple, les gens, afin de leur permettre d'accéder à d'autres champs de compréhension des thématiques que vous proposez. En tout cas, je vous dis merci et je dis merci à tous ceux qui nous suivent. Namasté. Godson Elmancio est instructeur spirituel, métaphysicien, chef d'entreprise, mais aussi formateur de plus en plus. Formateur dans quel domaine? Je suis formateur en développement de potentiel. On va le dire simplement comme ça. J'exerce dans ce métier de motivation ou de motivateur. Mon rôle, c'est de permettre aux gens d'indexer leur potentialité à leur vie quotidienne. C'est très important parce que c'est une dimension que nous ignorons dans l'actualité de notre vie. Et c'est seulement quand on est devant les défis de la vie quotidienne qu'on se rappelle qu'il y a donc une dimension de potentialité, de capacité, de possibilité qui pourrait être appelée à la rescousse. Maintenant, il faut dire que les formations en potentiel de capacité ou en potentiel, ces formations sont de plus en plus légion, mais nous avons donné un style plus particulier à nos formations. Et ce style-là, c'est surtout permettre aux gens de créer par eux-mêmes une relation entre le visible et l'invisible, puisque, quoi qu'on dise, l'invisible est tout le temps au cœur de ce qui est professionnel aujourd'hui. Les gens apprennent des outils ou ont des outils pour pouvoir avancer dans la vie professionnelle, mais on a remarqué qu'il y a des forces inexplicables, selon eux, qui font que les choses ne vont pas toujours bien, les entreprises ne marchent pas, les clients ne viennent pas, les choses ne décollent pas, alors que chez d'autres, bon, c'est peut-être l'affluence, c'est le contraire. Quelles sont les lois universelles qui permettent à d'autres de réussir et à ceux-là de ne pas pouvoir avancer? Et donc, nous agissons également sur ces lois-là. Et il se fait que ces lois et ces principes étant des choses immatérielles, nous entrons alors dans l'interface qui permet aux gens de convertir cette dimension de possibilité, de potentialité dans la dimension factuelle. Voilà le nouveau visage à l'ère du Verseau que nous faisons prendre aux formations. Je crois savoir que vous faites également des accompagnements spécialisés, individualisés, bien sûr, aux petits et aux grands. Tout à fait. Sauf à Macron, vous auriez dû. Mais il faut dire que on n'est pas hors jeu politique, puisque les capacités, les potentialités sont neutres de nature. Alors, je voudrais quand même, si vous le permettez, intervenir sur un élément important, c'est notamment le sang. Vous savez, nous avons hérité du sang. Vous et nous, on a hérité du sang, mais beaucoup de personnes ignorent que le sang, non seulement c'est un héritage, mais c'est une information ou une matrice d'information. Et en tant qu'information, nous portons les gènes. Scientifiquement parlant et métaphysiquement parlant, nous portons les gènes de ceux qui sont nos ascendants. Mais nous portons également leurs déficiences, c'est-à-dire leurs défauts, comme leurs qualités. Et donc, nous pourrions être bloqués dans notre évolution par les défauts ou les déficiences de ceux qui avaient porté le sang avant nous.
C'est comme une maison. Bon, les gens l'ont habité. Vous venez pour l'habiter, ben, vous récoltez comment les gens l'avaient habité. Et donc, l'enfant qui hérite du sang de son père, bon, ignore que ce sang a fait l'objet de rituels, a fait l'objet de pactes de sang. Et donc, on constate que malgré tous les efforts intellectuels, les gens n'arrivent pas à décoller dans la famille et ça se produit de façon systémique. Donc, on se rend compte qu'à partir du moment où c'est devenu un système, c'est qu'il y a une récurrence. C'est donc qu'il y a un ensemble de nodules interactifs qu'il faut donc justement circonscrire et voir. Et on se rend compte que ça arrive aux grands frères, aux petits frères, à tout le monde, et que dans le passé, les parents avaient des totems ou des énergies ou un certain nombre de, disons, de protocoles avec le monde invisible qui ne sont plus respectés et qui font que le porteur actuel du sang ou l'héritier actuel du sang devient, entre griffes, victime d'un certain nombre de présages, de sorts, de certaines situations qu'il ne maîtrise pas. Donc, vous voyez, ce type de formation n'est pas typique. C'est pas compris par tout le monde, mais nous permettons aux gens d'arriver à agir sur leur sang, puisque le sang et l'âme sont interactifs, et donc à agir sur leur sang pour modifier leur destin. Parce que le destin peut être modifié, peut être transformé, et donc en agissant sur le sang, à travers un certain nombre de pratiques scientifico-métaphysiques, l'individu peut arriver donc à, le mot juste c'est osirifier, on va le dire comme ça, à purifier son sang et à améliorer son cheminement. Donc voilà un type de formation qui s'est appelé la vérité du sang. Oui, exactement. Oui, et il y a un livre qui a fait ses preuves et vous avez sorti un ouvrage là-dessus. J'ai sorti un ouvrage là-dessus. On aura l'occasion de le présenter. Un ouvrage extraordinaire. Alors, sang extraordinaire, tout à fait. Puisque le livre est vendu en beaucoup d'exemplaires sur Amazon. Tout à fait. Donc, il faut le dire. Avec vous, Elmantio Godson, votre compagnon, Folie Gada Ekwe. Docteur Ekwe, bonjour. Bonjour, cher ami Gilles. Docteur Ekwe en cravate rouge aujourd'hui. Oui. Folie Ekwe, pluridisciplinaire. Je ne m'arrête plus à collectionner tout ce qu'il sait faire. Il est historien, politiste, électronicien. Il s'y connaît aussi en musique, en football, dans beaucoup de domaines. Et puis, il veut nous gratter encore un petit espace, puisqu'il devient journaliste aussi. Vous éditez très bientôt un magazine intitulé Magazine 333. Pourquoi la moitié du 666 comme titre de magazine, Folie Ekwe? Je suis un peu surpris par cette question qui est revenue plusieurs fois. Bien, le 3, c'est le nombre de l'équilibre. Ouais. Et le 3 fois, qui fait 9, c'est le nombre de l'équilibre en recommencement. Et c'est l'équilibre parfait au sommet d'une pyramide dont nous connaissons toutes les caractéristiques des 3 côtés. Et donc, nous avons lancé ce magazine des enjeux publics afin de scruter un peu l'histoire ou l'actualité des politiques publiques, et non seulement du Togo, mais de nos États, puisque nous faisons le constat qu'après 60 ans d'indépendance ou de proto-indépendance, pseudo-indépendance, nous avons des problèmes de prospective. Et qui parle de prospective parle du passé. Alors c'est un magazine qui aura un regard critique, mais constructif sur tout ce qui se fait généralement dans notre sous-région en Afrique et en particulier au Togo. Mais pourquoi continuer d'initier des choses? Parce que je connais un peu, docteur Folie Ekwe, tout ce que vous faites, enseignant-chercheur à l'université. Vous avez un mouvement panafricain où vous faites également de la formation en égyptologie. Vous accompagnez des aspirants spirituels. Est-ce que vous avez du temps encore pour vous lancer dans ce domaine du journalisme? Justement, le temps, c'est la denrée qui devient rare. Et on dit que le temps fait défaut, mais on se donne du temps. Et je crois qu'un magazine pareil dans l'espace journalistique togolais peut être un bénéfice, pas pour nous qui l'éditons, mais pour les lecteurs et pour les pouvoirs publics et pour la société civile, pour les chancelleries. Voilà. Et chaque fois que nous avons la possibilité de construire
pour permettre à l'ensemble, au complexe d'avancer. Même si nous n'avons pas le temps, nous essayons de faire ce qui est possible. Je promets vous faire revenir très prochainement pour parler de comment faire 1000 choses à la fois, parce que aussi donc l'autre, vous êtes spécialiste de la matière. Vous ne pouvez pas imaginer combien de sauces Elmancio Godson, par exemple, met sur le feu très souvent, mais des sauces qui aboutissent en fin de compte à un goût intéressant pour tout le monde. C'est pas sérieux. Le secret de l'arc-en-ciel, alors. C'est pas sérieux. Alors, revenons à notre mouton, sinon à notre gifle. Beaucoup m'ont posé la question de savoir comment une émission peut porter sur une simple gifle. Mais au-delà de cette gifle, il me semble qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai même entendu Elmancio Godson, un initié, dit la dernière fois que à travers la manifestation physique de la gifle peut se cacher des réalités métaphysiques. Est-ce que vous êtes d'accord avec celui-là? La gifle, est-ce que c'est une simple violence physique ou une manifestation métaphysique plus profonde? Bon, merci. Je pense que depuis que nous avons perdu le sens réel de l'éducation, nous ne faisons plus vraiment les choses à l'endroit. Parce que aujourd'hui, les hommes sont arrivés à agir comme si le seul monde dans lequel ils vivent est le monde des sens. C'est-à-dire un monde épicurien, un monde extérieur où les choses n'ont de sens que dans la dimension de ce monde, comme si ce monde était source de sa propre source et donc n'a pas d'antériorité à lui-même. Et c'est assez bizarre qu'on en arrive ou qu'on en soit arrivé là, parce que si on comprend un peu le sens du mot éducation qui intègre justement cette connaissance des deux dimensions, à savoir la dimension essentielle des choses ou principielle des choses et la dimension actualisée des choses où les choses ont un comportement factuel, on se rend compte que tout ce qui se produit ne se produit que selon ce que je vais appeler une configuration spirito-matérielle, c'est-à-dire une configuration qui part du spirituel et qui vient, n'est-ce pas, au matériel. C'est vrai que la culture occidentale aujourd'hui que nous copions est complètement désarmée face à l'explication d'un certain nombre de choses de la nature, même si on nous fait croire que la science peut tout expliquer, mais ce n'est pas évident. Donc nous sommes aujourd'hui confrontés à cette absence de perception réelle des choses, où les choses ont un double visage, un double fait, une dimension intérieure, une dimension extérieure. Donc, ce que la personne dit, dans une certaine mesure, est totalement juste, parce que tous les faits physiques procèdent de réalités spirituelles. Parce que le monde physique n'est pas un monde de vérité, c'est un monde de symboles, où nous devons rechercher, au-delà de leur actualité, le sens réel des choses qui se produisent. Car les choses ne se produisant pas de façon autonome, vous voyez, n'étant pas source de leur propre source, les choses se produisant selon une causalité qui remonte dans la subtilité de sa propre nature, il est évident qu'une gifle peut paraître pour un homme ordinaire une gifle, tout comme un enfant qui désobéit à son père, c'est une simple désobéissance. Ou lorsque, en Europe par exemple, un enfant peut dire à son père « va te faire foutre », bon, c'est tellement commun que ça ne leur dit plus rien, ça n'a pas une dimension spirituelle. Ou un enfant peut dire à sa mère j'ai rien à te dire, dégage de là. Bon, pour eux, peut-être ça n'a pas un sens plus profond que le simple fait du comportement de l'enfant. Alors que pour nous, Africains, pour nous qui avons un sens de la profondeur des choses, parce qu'il faut savoir qu'il y a un sens de la profondeur des choses, nous voyons qu'au-delà de ces comportements, il y a quelque chose qui est perdu. Il y a quelque chose qui n'est plus là. Un lien sacré qui a été brisé et qui amène maintenant un comportement de déviance.
de telle sorte que les gens n'ont plus le sens réel des choses telles qu'elles devraient l'être. Donc pour moi, aussi bien celui qui a agi contre le président que le fait même de la gifle repose sur toute une métaphysique dont je pense, à mon humble avis, que nous allons aborder, parce qu'il est temps que les gens comprennent que en dehors de la gifle, il y a également une autorité qui est présente et que cette autorité a une dimension que nous devons pouvoir cerner, comprendre la symbolique de la gifle elle-même, puisqu'elle a lieu sur une partie du corps et ce que cela représente, puisque rien n'est aléatoire, tout se lie et se tient dans une logique métaphysique. Je crois que les gens pourront comprendre que leur comportement n'ont pas seulement des conséquences, mais ont une antériorité et que cette antériorité-là procède de l'esprit des choses. Donc je pense que l'éducation qui devait faire dans l'esprit des choses n'est plus là et donc on ne voit que les choses telles qu'elles sont et on les ignore dans leur véritable nature. Je pense que nous avons perdu cette équation égyptienne qui dit l'arbre est l'arbre et l'arbre n'est pas l'arbre. C'est-à-dire que la chose que tu vois est la chose que tu vois, mais au même moment, la chose que tu vois n'est pas la chose que tu vois. C'est-à-dire qu'une chose a toujours une double dimension. Une dimension que tu vois et que tu peux apprécier en disant que la chose est la chose, mais la chose procède d'une autre dimension qui fait que la chose n'est pas exactement la chose que tu vois. On appelle cette dimension-là le cas, c'est-à-dire le monde du cas, de la force vitale du monde du cas, qui est le monde double, parce que tout ce qui existe a une dimension double, qui est le double de la dimension physique. Et donc, en remontant dans le corps double, la dimension double dans la dimension du cas, on comprend les configurations énergétiques et les causalités qui ont permis, l'effectivité de cet acte-là. Je pense que, en introduction, c'est ce que je peux dire déjà. Votre deuxième intervention va porter sur la symbolique de la gifle. Comment vous l'interprétez sur le plan métaphysique. Le temps que j'interroge l'historien, docteur Folly Ekwe, vous avez parcouru beaucoup de documents à travers l'histoire. Est-ce qu'une autorité de cette envergure a été déjà giflée? Je sais que des présidents ont été assassinés, mais une gifle administrée à un président de la République, est-ce que c'est déjà arrivé? Quelle est la gravité de cet acte selon vous? Bien, je crois que je vais répondre à cette question qui est assez précise à travers une perspective de la symbolique. Puisque vous parlez de président de la République et vous parlez de l'histoire. Alors, c'est peut-être le lieu de dire tout de suite que les conceptions, les termes comme président de la République sont nouveaux dans l'histoire politique du monde. Et le président de la République pris ainsi renvoie justement aux républiques. Alors, les républiques ne sont pas les seules modalités d'unité politique qui ont existé. Et d'ailleurs, je fais un crochet pour dire que le terme de président de la République est différent du terme de chef de l'État. Alors, les présidents de la République vont naître avec l'émergence de l'État et du républicanisme. Mais bien avant cela, il y a eu des chefs, il y a eu des monarques, il y a eu des aristos qui ont gouverné des peuples par l'histoire. Et le symbole ici, quand je parle de symbolique, je renvoie à l'autorité qui gouverne les peuples, pas au président de la République en tant que personnalité votée. La chair ou le corps ou cette personne incarnée qui représente l'autorité sur un État dans l'histoire, je ne dirais pas que des chefs d'État n'ont pas été giflés, parce que l'histoire nous apparaît à travers les conventions historiographiques. Il y a plein de choses qui se passent dans les sérails, qui se passent dans les douches, dans les salons des sérails, qui ne parviennent jamais à la presse ni aux archives. Alors, ce qui est connaissable, ce que nous pouvons connaître, c'est peut-être ce que l'historien peut expliquer. Mais il y a un fait très singulier qui s'est produit dans l'histoire.
dans la conjoncture qui a vu l'Égypte antique péricliter. Lorsque le reste, parce que l'Égypte antique a été divisée ensuite à la fin, vous savez, la migration de ceux qui ont découvert le culte mosaïque, qui sont des Noirs et qui sont allés peupler Canaan, qui ont vécu à Canaan, qui ont créé donc tout ce qu'on appelle le corpus lévitique. Ces gens-là, qui ont été les derniers à avoir été détruits par l'émergence de l'empire grec de Alexandre Magne, Alexandre le Grand, vous savez très bien que c'était des Africains instruits à l'ésotérisme mosaïque, c'est-à-dire à ce que certains aujourd'hui ont appelé, pas erreur de la Kabbale, mais qui était une science pure, qui n'était pas dévouée. Hein. Alors, dévoyés, excusez-moi. Alors, c'est eux qui ont été la dernière poche de la résistance, et c'est leur destruction qui va entraîner la migration des Lambas, qui se sont retrouvés plus tard en Afrique du Sud. Alors, ce peuple dont nous connaissons l'histoire jusqu'à leur peuplement en Afrique centrale, dont les Dong, les Bamung, ainsi de suite, au nord du Cameroun, au Nigeria, ainsi de suite. Ce peuple-là a connu, avant son explosion finale, un chef. Doit-on parler d'un chef assyrien? Je parlerai de Macédonie, c'est-à-dire c'est un rejeton, c'est un général de l'armée d'Alexandre le Grand qui s'appelait curieusement Macron. Lorsque le président Macron a été élu, lorsque j'ai vu ce nom pour la première fois, je suis retourné voir mes archives. Mais ce nom a une signification particulière dans l'histoire de la répression des derniers bastions du peuple noir. Et cela, je suis retourné aux archives encore la dernière fois, lorsque j'ai découvert que celui que les Camerounais aujourd'hui appelleraient Mankabel ou Mangabel, qui a été un résistant, dont vous trouvez les noms et les histoires, n'est-ce pas, dans le livre. D'abord, c'est son nom qui va donner le Maccabée. Maccabée qui fait partie du corpus anciennement non canonisé de l'Église catholique romaine. Dans nos Bibles ordinaires, nous n'avons peut-être que 1 Maccabée, 2 Maccabées. Mais les recherches archivistiques, en tout cas que moi j'ai menées, notamment dans des bibliothèques des jésuites en Italie, m'ont fait découvrir qu'en fait il y avait un 3e corpus Maccabée, 3e Maccabée, 4e Maccabée, qui, les 2 corpus ont été cachés. Pour quelle raison? Les noms que vous voyez dans ces corpus sont purement africains. Les noms, si vous suivez la résistance des Maccabées dans le chapitre, le premier livre, vous avez d'autres noms qui ont été grécisés. Mais à partir du chapitre du Maccabée 3 et 4, vous avez des noms et des lieux que nous pouvons situer sur les anciennes cartes dont nous sommes en possession. Alors, je parle de ce Mangabel, qui était l'un des grands résistants de Youda. Youda, certains Camerounais nous parleront de Yaoundé, parce qu'il renvoie à la symbolique de Youda. D'autres ici, on nous parlera de Ouida, ainsi de suite. Mais je vous dis que c'est le général Macron qui a géré ce dernier bastion. Et ce général, dans l'histoire, il a été giflé. Ce que je découvre dans mes archives, que le Macron, qui aujourd'hui serait à la tête d'un empire qui ne s'appelle pas empire, mais un empire africain, au moins de 15 États, pour être modéré, pour ne pas parler de 17, ce même Macron, parce que vous savez, quand vous êtes historien, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de nouveau. Tout se répète. Hein? C'est un peu comme le Notre Père qui est aux cieux, que nous répétons beaucoup, mais qui se trouve intégralement dans les textes des sarcophages égyptiens. Du Notre Père qui est aux cieux jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au, comment vous dites, jusqu'au royaume des cieux, à toi appartient le règne, la puissance, jusqu'au siècle des siècles. C'est intégral, c'est dans les textes égyptiens. Alors, lorsque je le découvre dans le Nouveau Testament, que les gens me l'apportent venant des mers et me parlent d'une prière qu'il faut réciter
Si vous n'en savez rien, pour vous, c'est une chose première, une chose que vous rencontrez la première fois. Mais si vous en savez quelque chose, vous dites, mais non, ça c'est du vernissage. Alors, je reviens pour dire que curieusement, le général Macron, ceux qui connaissent l'histoire ancienne de la destruction de ce dernier royaume, par les Assyriens et les Macédoniens, ils connaissent très bien Macron. C'est écrit dans Maccabée, 4 Maccabées, le 4e livre de Maccabée, qui d'ailleurs n'a jamais été traduit, parce que nous l'avons en version anglaise ancienne, c'est-à-dire anglais, un ancien anglais. Et cette version a été livrée par qui? Par le roi d'Angleterre, qui a fait sécession d'avec Rome pour créer l'église anglicane. Mais ils ne l'ont pas publié, mais nous l'avons dans un ancien anglais. Et vous découvrez là-bas que le général Macron, qui gouvernait un peu jusqu'au sud de l'Égypte, a été giflé. Alors j'ai dit, mais ça devient très intéressant. Nous ne parlerons pas de chefs d'État africains, ou, je ne sais pas trop, dans les royautés qui ont existé avant la colonisation, mais je vous parlerai du général Macron, qui a été giflé, et de Macron d'aujourd'hui, qui est giflé. Et je peux vous dire que la gifle du général Macron a précédé la chute, sinon la fin de l'hégémonie macédonienne, de l'hégémonie grecque. Puisque après il y a eu l'érection de l'Empire romain. Je crois que cette gifle est en train de marquer, comme vous le dites, une espèce de transition hégémonique du point de vue de la configuration des puissances mondiales. Et il y a beaucoup d'éléments factuels de l'historicité qui substantialisent cette lecture. Et je crois avec Godson qu'il ne s'est pas agi ou il ne s'est pas agi, n'est-ce pas, d'une gifle ordinaire. Parce que les Français ont connu le régicide avant Sadi Carnot lui-même et plein d'autres rois, Louis XIV, plein d'autres ont été trucidés. Ils ont l'habitude du régicide, tuer son roi. Mais gifler un chef d'État français comme ça, dans l'histoire de la Troisième République, qui a succédé aux tentatives de Napoléon de faire revenir l'Empire, jusqu'à la Cinquième République, mise en place par De Gaulle et son ami Debré, je crois que je n'ai jamais trouvé un président français, un chef de président français comme ça, qui a été giflé, comme Emmanuel Macron la dernière fois. Oui, mais docteur, écoute, je suis saisi d'effroi. Je croyais faire une émission sur un sujet banal, mais ce que vous dites, ça fait froid dans le dos. L'histoire est en train de bégayer. Tout à fait. Nous le disons tout le temps, nous sommes dans un... le temps est circulaire. Comme nos anciens nous l'ont appris, le temps n'est pas linéaire. Ouais, je reviendrai à vous tout à l'heure, donc sur les conséquences de cette gifle. Vous avez parlé de certaines manifestations qui peuvent être mises en relation avec la décadence de cette hégémonie, on va dire finalement française, avec ce qui se passe en Centrafrique et au Mali notamment. Elmancio Godson, la symbolique de la gifle. Bon, quelques mots, mais c'est puissant, quoi. C'est fort à approfondir. Symbolique de la gifle, mais ça fait toute la différence. Je crois que le docteur Ekwe a touché un élément, disons, profond, parce que on oublie souvent la loi de la récurrence. C'est-à-dire que nous sommes dans une dimension qu'on appelle l'existence, dans laquelle les choses se répètent et se tissent des liens ou des toiles d'araignée, comme pour nous dire tout simplement, sous forme de réincarnation, que les choses reviennent. Et dès qu'on peut faire la lecture de cette dimension de l'histoire, on peut prédire les événements, on peut anticiper. C'est ce qu'on appelle la prédiction, qui est différente de la prophétie. On peut prédire les choses parce qu'on sait comment, cycliquement, les choses fonctionnent et les événements annonciateurs qui les produisent, comme des Jean-Baptiste qui produisent des Jésus. Voilà comment ça se passe. Donc, cette lecture manque aujourd'hui. On n'a plus des personnes avisées pour faire la lecture de l'autre histoire,
Je crois qu'on a parlé ici une fois de l'histoire et de l'autre histoire. Et donc l'autre histoire a besoin des vigiles, des observateurs, des personnes qui regardent et qui disent attention, avec cette configuration énergétique, on risque de basculer dans, parce que c'est du déjà vu en fait. Et c'est en cela qu'on peut dire que l'existence même est une grâce, puisque les choses étant cycliques, on peut anticiper et corriger les faits historiques. Mais le fait que l'humanité aujourd'hui souffre de myopie spirituelle montre qu'on n'arrive plus à faire cette lecture et donc on se laisse emporter par les vagues successives d'événements sans savoir quelle est l'âme qui les produit et pouvoir maîtriser cette âme-là. C'est la même chose avec la gifle de Macron et la démonstration qu'il en a faite est si profonde et conforte non seulement le choix de la thématique, mais également la lecture que nous allons en faire. Vous savez, pour expliquer la gifle dans sa configuration symbolique, il faut d'abord remonter, disons, à l'ancienne Afrique, à notre Égypte antique, puisqu'aujourd'hui, on le sait déjà, nous sommes source de civilisation et de spiritualité. Il faut se poser les bonnes questions. La gifle en elle-même, bon, c'est un acte qu'on peut apprécier ou désapprécier, mais il y a des éléments forts qui interviennent dans la gifle et qu'on ne peut pas ignorer. Le premier élément qui intervient dans la gifle, ça remonte également à l'Afrique antique, ça remonte à la royauté, ça remonte au pouvoir, ça remonte à l'autorité, ça remonte à l'intermédiation entre le visible et l'invisible, ça remonte à l'apparition, ça remonte à Képri. C'est la symbolique du visage. C'est-à-dire que on ne peut pas parler aujourd'hui de gifle et éluder la symbolique du visage. Je vais dire quelque chose à mon ami Gilles. Vous savez, tuer un roi, c'est mieux que de gifler le roi. Ça peut paraître aberrant, mais tu tues le roi, il conserve toujours sa dignité, il conserve toujours sa valeur intrinsèque, mais tu vas gifler le roi, je le prends comme ça, c'est plus grave que le tuer. Et donc, qu'il y ait eu d'assassinat de roi, c'est pas important. Mais qu'il y ait eu gifle de roi ou gifle de chef d'État ou de président ou d'une autorité, c'est beaucoup plus grave que de le tuer. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce c'est une profanation. Oui, c'est non seulement une profanation, mais le mot n'existe même pas pour pouvoir qualifier la chose. Je vais vous expliquer, vous allez me dire si le mot existe pour pouvoir le qualifier en fait. La symbolique du visage dans l'Égypte antique est exprimée par le mot Hor, c'est-à-dire ou Kor, qui est donc un autre nom de Horus, qui est encore appelé le lointain, en fait, qui représente le visage. Parce que Horus représente ce qu'on voit, ce qui apparaît. Pour mieux comprendre, et je vais remonter loin, pour mieux comprendre, il faut aller à la dimension des masques ancestrales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit en Égypte antique, vous voyez toutes les divinités, les Netchéru, sont toujours masquées, portent des masques. Dans les traditions africaines, en anthropologie culturelle, on se rend compte que les masques interviennent dans les traditions initiatiques, dans les relations socioculturelles. L'individu porte toujours un masque. Et le masque trouve sa symbolique ici, en ce sens que le masque représente un autre visage d'un visage qu'on ne doit pas voir. Il faut qu'on comprenne la symbolique des choses, parce que là, moi, je fais de la métaphysique, donc il faut que les gens comprennent bien ce que je dis. Les Angouétans au Bénin. Exactement. Quand vous prenez aujourd'hui, dans l'Égypte antique, l'hiéroglyphe, le médiunétaire de Képri, ou de Képer, vous vous rendez compte que c'est un homme dont le visage est représenté comme étant le scarabée. Tout simplement, c'est l'origine même qui a donné naissance au masque africain. Parce que le masque représente un autre visage sur le visage. C'est-à-dire que l'individu perd son identité
et s'approprie une autre identité, qui est une identité divine et sociale, qui lui permet de devenir l'interface entre deux dimensions, la dimension invisible et la dimension visible. Donc, le masque rapporte l'identité du sacré, quelque chose qui représente non seulement une dimension des forces ancestrales, des forces ascendantes qui occupent le même masque, et une capacité à créer de l'ordre au sein du social. C'est très important parce que c'est le sacré qui crée l'ordre au sein du social. Ce ne sont pas les lois qui créent l'ordre au sein du social, au sein de la civilisation, c'est le sacré. En fait, c'est ça le problème qu'on a oublié. Le fait qu'on ait perdu la symbolique des choses et donc on est sorti du sacré, on a désacralisé tout, fait que on pose des actes qui répondent de cette profanation, et ce n'est pas le seul acte, et donc les actes qui ne répondent plus du sacré, le sacré qui, en fait, regroupe le sens de toutes les valeurs, aussi bien morales qu'éthiques, qui configurent l'identité du masque que l'individu porte. Et quand je parle de masque africaine, et par interposition des masques ou du masque politique, le masque n'est pas forcément visible. On est d'accord. Il est visible lorsqu'on est en anthropologie culturelle ou en étude des masques africaines. On comprend intrinsèquement la symbolique, que ce soit dans l'initiation ou dans les représentations. C'est le second visage. L'homme a deux visages en fait. C'est le second visage par lequel le monde invisible s'exprime dans le monde visible. Et donc, au niveau politique, le président, il est, lui, Emmanuel Macron, mais en fait, il porte également un masque. Appelez cela le masque politique. Encore faut-il qu'aujourd'hui, on comprenne ce que signifie le sens métaphysique du mot politique. On en a déjà parlé. Donc, en réalité, il y a un masque qui est porté. Ce masque est sur le visage de Emmanuel Macron, comme de tout chef d'État ou de président, si vous voulez. Et c'est en fait ce masque-là qui, en réalité, a été giflé. C'est-à-dire cette représentation à la fois sacrée, divine, spirituelle, que constitue l'autorité spirituelle politique qui a été giflée. Il va sans dire alors que le président représente l'intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible, et que ce qu'il exprime au moment où il fait sa politique, ce n'est plus son identité en tant que persona, mais plutôt une autre identité qui n'est plus lui, qui est au-delà de lui et qui rassemble un ensemble d'identités logoïques capables de s'exprimer pour générer dans le contexte socio-culturel le djed, c'est-à-dire l'équilibre et l'ordre au sein de la société. Je veux dire par là que nous avons perdu un élément essentiel de notre politique. Nous exerçons la politique sans l'essence même de la politique. L'essence de la politique, c'est l'esprit des choses, c'est la spiritualité. Parce que la politique étant l'instance du pouvoir, on ne peut pas exercer le pouvoir sans le spirituel. Puisque qu'est-ce qui concède le pouvoir? Qu'est-ce qui donne le pouvoir? Ce qui donne le pouvoir, c'est la force. Le pouvoir n'est rien sans la force. Mais beaucoup ne parlent pas de la force, beaucoup ne parlent que du pouvoir. Alors qu'il y a trois identités. Il y a la force, il y a le pouvoir, il y a la puissance. Et les trois sont représentatifs de trois réalités dans l'Égypte antique, à savoir les trois états d'Osiris, Osiris le momifié, Osiris Horus et Osiris le transcendant. Et donc 7 qui ne représente que l'aspect puissance, mais pas l'aspect pouvoir. 7, c'est le Satan chrétien apparemment, mais pas très bien expliqué avec des variantes. 7, le Dieu sétien, qui représente la puissance. Or, lorsque vous voulez exercer la puissance sans le pouvoir est l'exécutif, c'est l'autorité, c'est l'aspect aurien, c'est-à-dire le pouvoir d'Oris, celui qui gouverne. Et donc, 7 veut gouverner, mais il n'a pas ce que je vais appeler la dignité spirituelle qui lui confère
par le lien du sang, l'autorité de gouverner, et donc lui, il exerce dans la puissance. Or, exercer la puissance sans le pouvoir, ça fait entrer dans le déséquilibre. Il n'y a pas de légitimité. Dans l'illégtimité. Donc, c'est pourquoi Seth a toujours été appelé le grand de puissance, parce que sa puissance est incontrôlée par le simple fait que le pouvoir, il ne l'a pas. Il n'a que la puissance. Et donc, Seth peut être symbolisé par le capitalisme d'aujourd'hui. mais bien sûr, c'est un aspect. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir ayant perdu de sa spiritualité, donc de sa dimension aurienne, c'est-à-dire de sa dimension symbolique, il ne s'exerce aujourd'hui pas réellement le pouvoir. Il s'exerce la puissance sans le pouvoir, ce qui en fait préfigure de la destruction. Parce que Seth étant représentatif de la puissance, je vais même vous dire que tout ce qui est politique aujourd'hui est simplement sétien. Parce qu'il n'y a plus la connexion sanguine. Quand je parle du sang, vous voyez ça plus large. Il n'y a plus de connexion sanguine qui représente Osiris, la nébride, qui fait le lien entre le monde spirituel, d'accord, et le monde du pouvoir de l'exercice politique. C'est la raison pour laquelle les politiciens aujourd'hui n'ont plus le sens symbolique des choses et donc n'ont plus de morale, n'ont plus d'éthique. Si tu retrouves un politicien et on dit qu'il se comporte bien, ben ça devient une innovation, ça devient quelque chose de surprenant. Parce qu'on a comme l'impression qu'en politique, ça ne devrait pas exister, il ne devrait exister que de la tricherie. Alors qu'en fait, le soubassement de la politique, c'est le pouvoir spirituel. Mais comment cela est-il possible, si je peux demander cette clarification, étant donné que les chefs d'État de ces grandes puissances sont, comme on le dit souvent, générés, viennent du monde ésotérique, sont quand même protégés, sont en lien avec des gens d'une certaine puissance. Vous prenez les États-Unis, c'est un pays de grands initiés. Vous prenez la France, la plupart des présidents viennent de grandes loges. Comment se fait-il qu'ils se déconnectent de la métaphysique? En fait, il faut remettre les choses à l'endroit. Vous savez, je ne veux pas critiquer les loges sont ce qu'elles sont, mais quand vous manquez d'originalité et d'authenticité en matière de connaissances, ou même vous-même en tant qu'individu, vous n'avez pas, disons, une dimension personnelle de recherche de la chose spirituelle pour votre propre réalisation, mais que vous le faites uniquement pour vivre dans une association qui vous conférerait un pouvoir ou une puissance, je pense que la base est déjà faussée. Parce que certaines loges sont devenues beaucoup plus commerciales que spirituelles. Mais quand on retourne à l'originalité et à l'authenticité de la chose, on se rend compte que l'erreur a commencé à partir du moment où on a dissocié le pouvoir politique du pouvoir spirituel. Parce qu'on ne peut pas les dissocier. On a confondu la spiritualité à la religion, et en dissociant la religion de la politique, on a dissocié en même temps, de facto, le spirituel de la politique. Alors qu'en fait, le spirituel n'a rien à voir avec la religion. Le spirituel, c'est la dimension principielle et sacrée, symbolique, qui permet aux choses du pouvoir exécutif d'avoir un sens éthique et moral, capable de rester dans ce que nous appelons la Mahat, ou de rester dans Mei. Or, aujourd'hui, si le pouvoir... c'est même difficile de parler de pouvoir. J'aime bien quand vous parlez des grandes puissances. On parle beaucoup plus de puissance aujourd'hui, alors qu'on ne devrait pas. Dans la mesure où parler de puissance, alors que le pouvoir n'est pas légitime au niveau spirituel, ça amène simplement la décadence sétienne. Et donc, ce qui se produit aujourd'hui par rapport à l'histoire de Macron, c'est d'abord, je vais l'appeler ainsi, la démonstration de la finitude même du pouvoir tel qu'il a toujours été exercé. Est-ce que vous voyez? Je dis bien, c'est la finitude du pouvoir tel qu'il a toujours été exercé, parce que le monsieur a montré clairement qu'il avait en face de lui quelque chose qui n'avait plus de symbole, de symbolique, quelque chose qui n'avait plus rien de sacré, quelque chose qui ne rappelle plus au respect de quelque chose de transcendant. Et donc, l'acte est si spontané, si naturel, que en fait, on ressent la finitude du pouvoir tel qu'il a été exercé, et on en appelle à l'exercice d'un autre pouvoir qui devrait rapidement se mettre en place à l'ère du Verseau. Un pouvoir qui ne pourrait se dissocier de la force, qui, elle est fondamentalement
sa spiritualité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est en fait un regard métaphysique, puisque j'ai déjà dit, en m'appuyant sur ce que mon cousin a dit, que, étant donné que les choses sont cycliques, elles viennent avec des leçons, c'est-à-dire des informations qu'on devrait être en mesure de lire. Et si on ne lit pas les informations pour voir la prédictivité des choses, on retomberait dans les mêmes erreurs. Donc je pense, à mon avis, que ce geste ne devrait pas être pris comme étant un geste ordinaire, mais on devrait pouvoir faire la lecture. Et vu la correspondance, on devrait pouvoir se dire qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre dans la conscience populaire. Donc c'est un signe qui annonce la fin d'une ère. Oui, je pense que c'est un signe qui annonce la fin de l'exercice du pouvoir tel qu'il a toujours été dans une ère donnée et la mise en place d'une autre forme de pouvoir qui devrait se mettre en place. Et si ça commence par ce grand pays qu'est la France, ça ne m'étonne pas parce que la France est toujours un peu l'énergie dégradée de la déesse Isis. Et par conséquent, les choses ont toujours commencé dans le temple d'Isis avant de venir dans le temple d'Osiris. Bon, je ne vais pas faire de cette métaphysique-là. Vous allez nous expliquer tout ça dans la seconde partie de New World Forum qui va très très vite aujourd'hui. C'est ce qui est en train de bouffer notre temps à notre insu. Nous marquons une pause pour une nouvelle édition du journal. À la reprise, vous aurez la possibilité de participer à ce débat très enrichissant en nous posant vos différentes questions sur nos réseaux sociaux. Mais là, donc, juste une pause de 10 minutes et nous nous retrouverons pour la seconde partie de New World Forum.